Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion du monde. Allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. On est pile poil à l'heure, 18h45. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, une bonne semaine. Alors ce soir au programme, beaucoup de sport avec du cyclisme, du football, du basket, du rugby, bien sûr avec le football, la Coupe de France. Et on voulait aussi faire des focus aussi sur du tennis de table, sur plein d'autres disciplines encore où il y a eu des événements ce week-end. Et pour notre rubrique sportif du week-end, de la semaine, on voulait faire ce soir un petit focus sur deux triathlètes jurassiens. On va commencer, ils sont deux trentenaires, on va commencer avec Cyril Viennot. On va voir si il est connecté. Et si ce n'est pas le cas, on va attendre quelques secondes. En tout cas, merci à vous tous d'être présents sur ce live. Pourquoi Cyril Viennot ? Cyril Viennot, c'est un triathlète qui a 38 ans et qui a décroché ce week-end le titre de champion de France de paratriathlon avec son athlète non-voyant qui s'appelle Thibaut Rigaudot. Je salue Romain également qui nous a rejoint. Alors je vais regarder s'il est arrivé. Notre ami Cyril Viennot, pour l'instant, il n'est pas arrivé. Je vais voir si j'identifie dans les commentaires. Peut-être qu'il viendra. Cyril, hop, publié. Bravo. Alors, avant qu'il arrive, je vais faire un petit retour en arrière. Effectivement, Cyril Viennot, un grand athlète, triathlète jurassien qui était parti sur Beauvais il y a quelques années et qui est revenu sur la région de l'Oise il y a de cela 3-4 ans, il me semble. Et l'an passé, il a décidé en 2019 outre ses compétitions individuelles, de s'orienter avec Thibaut Rigaudot pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et comme vous le savez toutes et tous, les JO ont été reportés en 2021, donc ça a laissé un peu plus d'opportunités à ce nouveau binôme de mettre en place les automatismes qui sont assez particuliers sur cette discipline. Et l'idée après, c'est que avec tout ça, ils peuvent concurrencer les deux binômes, on va dire nationaux, qui étaient sur cette compétition ce week-end. C'était à Quiberon, dans le Morbihan. Donc on va voir si Cyril est arrivé ou pas. Alors ce que je lui avais dit, 6h, c'est 7h moins 10, alors effectivement j'ai un petit peu d'avance. Ce que je vous propose, c'est que je vous donne quelques infos sur ce qui s'est passé ce week-end en actu sportive, et comme ça, le temps que Cyril arrive, on aura déjà le temps de balayer certaines infos. Donc n'hésitez pas en tout cas à poser des questions si vous avez par rapport aux infos que je vais communiquer de ce week-end. Donc, en attendant que Cyril arrive, on a quelques infos à vous donner sur le week-end. Des infos basket tout d'abord avec le club de l'AL Lens. L'AL Lens qui poursuit ses matchs de préparation avant la reprise du championnat. Ce week-end, le club de l'AL Lens, l'équipe masculine, a disputé deux matchs. Ils ont joué contre l'équipe de Lyonceau, qui évolue en National 2 également, comme eux. Ils avaient perdu à l'aller chez eux 67-62, et pour ce back-to-back, comme on dit dans le jargon sportif, les amicalistes se sont imposés à domicile 77-65. Donc c'est un super résultat pour les hommes de Sébastien Bozon, qui poursuivent une série de matchs de préparation assez fructueuse, la série, parce qu'ils ont fait 5 victoires et une défaite seulement. Donc c'est de bon augure pour la reprise du championnat. Et hier, ils ont battu l'équipe d'Andrézieux-Boutéon, qui évolue en National 1 cette fois-ci, 71-70 là-bas. Donc c'est une très belle performance pour les joueurs de Lens. Et pour leurs homologues féminines, en revanche,
Elles étaient au tournoi à Chenôve, le tournoi de Pentecôte. Là, ça s'est passé moyennement avec une victoire le premier jour sur le BBC, le Besançon Basket, 88-62. En revanche, oui, grosse équipe Karim de Lons cette année. On croise les doigts pour que ça puisse bien marcher. Et par contre, sur le deuxième match des filles ce week-end, elles ont perdu et assez sèchement contre Chenôve, qui évolue pourtant en National 3, 42-71. Alors bon, je pense qu'il y a la fatigue, il y a peut-être pas toutes les joueuses qui étaient présentes sur ce tournoi, mais je pense que Chenôve c'est une formation qui va être assez forte pour la National 3 féminine, donc ça promet. Et je pense que ça va être je pense que ça va être assez intéressant aussi de suivre le parcours des féminines de Lons cette année en National 2. On fait un petit break sur le basket, on va passer sur la petite balle blanche tennis de table avec ce week-end les premières compétitions, des compétitions on va dire internationales qui avaient lieu à Charleville-Mézières. Alors pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'il y avait 3 jurassiennes qui étaient sélectionnées par le comité du Jura et qui évoluent au club d'Annan-Beauvoisin. Les 2 filles Jacquier, Clara et Louise et Edena Prévost. Et c'est une compétition qui rassemblait quelques joueuses luxembourgeoises, belges et quelques meilleures françaises aussi. Et les 3 jurassiennes ont fait bonne figure avec des podiums, 2 podiums pour Clara Jacquier en moins de 13 ans où elle termine 2e et en moins de 15 où elle fait 3e. Et aussi Edena Prévost qui fait 3e aussi en moins de 13. Donc des belles performances à venir avant la reprise du championnat qui aura lieu le 18 septembre prochain. Pour terminer avec ses résultats tennis de table, Louise Jacquier, la dernière, a terminé 5e dans sa catégorie moins de 11 ans. Donc ce sont quand même des bons résultats. Elles évoluent toutes les 3 les 2 premières citées sur le pôle espoir de Lons-le-Saunier, Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est l'entraînement on va dire marche. Elle progresse, donc on va suivre ça de très près avec Sport 39. Alors je vais voir si Cyril est arrivé ou pas. Pour l'instant non, donc c'est les conditions du direct. On va enchaîner sur d'autres sports et puis après si jamais Romain Guillaume également n'est pas présent, c'est le deuxième triathlète qui doit être là ce soir. Et on passera sur le foot avec notre ami Florian. Mais là, on va se consacrer quand même à du cyclisme. Je sais pas si vous connaissez la Gentleman. C'est une course, le Gentleman même, qui a lieu à côté d'Arinthod, organisée par la section cycliste. Et pour cette 21e édition, c'est de nouveau Fabien Secondo. Alors Fabien Secondo, c'est un cycliste champagnolais qui est champion du monde amateur de contre-la-montre. Je salue Polo, qui remporte pour la troisième fois cette édition. Alors là, c'est une course qui se dispute en duo. Et là, il était associé à Baptiste Chardon, qui avait déjà participé à cette course et qui avait terminé 1 ou 2 fois 2e. Donc là, il voulait gagner cette fois-ci. Il a choisi le bon coéquipier en la personne de Fabien. Ils ont battu le record de cette édition de l'épreuve avec c'était 34 km. Ils l'ont accompli en 44 minutes 23. Donc ils ont battu le précédent record qui était de 46,03. Donc bravo à eux deux. Et surtout cette compétition a été marquée une nouvelle fois, parce que je pense que c'est pas la première fois qu'elle disputait cette compétition, par la présence de la quinquagénaire Jeannie Longo, la fameuse qui n'arrête jamais le vélo. Donc c'est toujours agréable de voir qu'à cet âge-là la passion est toujours là. Et avant, alors je vais regarder si les autres sont arrivés, toujours pas, donc on va poursuivre, tant pis. Avant de terminer sur le tout sport, dernière info de rugby. Comme vous le savez, la saison de rugby en Fédéral 3, Fédéral 2 reprend le week-end prochain, et les formations jurassiennes ont disputé quelques matchs amicaux avant. Le CS Lons a fait un seul match la semaine dernière en recevant le club des Dombes, le Racing Club des Dombes, qui évolue en Fédéral 3 également. Les hommes de Silver Tian sont inclinés assez sévèrement quand même. D'ailleurs, j'ai pas le résultat, je sais pas pourquoi, je l'ai pas noté, mais
c'était pas une grosse performance. Et en revanche, le coach annonce que il est pas très inquiet pour le début du championnat. Alors ils vont se déplacer pardon la semaine prochaine à Illkirch. Alors c'est jamais un déplacement simple en Alsace, donc je pense que ça sera le premier test révélateur pour les Eldoniens, savoir s'ils vont assumer leur rôle de haut de tableau. Et en Fédéral 2, il restait les deux clubs, le FC Saint-Claude et Dole, contre Louhans. Effectivement, merci Rome pour l'info. Le FC Saint-Claude qui a fait une très belle impression ce week-end en battant Chalon, pardon, excusez-moi, 49-19, une belle performance pour les hommes de Florian Jean-Pro qui a déclaré à notre ami confrère du Progrès Yannick Foussoul que il y avait encore du boulot pour son effectif, mais qu'ils ont été présents dans l'engagement et que collectivement ils ont bien réussi à se trouver et que les choses se mettaient en place. Donc c'était intéressant. Donc je pense que après avoir vécu une saison compliquée l'an passé en n'ayant pas gagné un seul match, je pense que Saint-Claude va être sur le devant de la scène cette année en Fédéral 2. Donc on espère que ça a bien marché pour eux. Ils ont eu des bons renforts avec d'anciens joueurs du Grandol. Le Grandol justement qui n'a pas fait de match amical sauf une petite opposition à Nuit-Saint-Georges. Le Grandol qui va justement avoir un déplacement très périlleux la semaine prochaine. Ils vont se déplacer au PUC, le Paris Université Club. Donc c'est un déplacement qui est toujours compliqué. C'est un club assez mythique du rugby dans la région parisienne. Donc le PUC pour le Grandol Rugby, Saint-Priest pour Saint-Claude la semaine prochaine. Donc deux belles oppositions pour débuter la saison de rugby. On essaiera de faire un petit live rugby peut-être avant ou peut-être un retour la semaine prochaine sur les premiers résultats de rugby, ça serait intéressant. Dites ce que vous en pensez sur les commentaires. Alors je regarde s'il y en a qui sont connectés ou pas. Alors ça arrive. Alors il est toujours pas connecté. Ce que je vous propose c'est de se connecter avec Florian et puis après on attendra, on va adapter un petit peu le programme si jamais Cyril Viennot et Romain Guillaume ne se connectent pas. Et comme ça, on pourra parler après avec eux. Je vais appeler Florian et puis comme ça après, on démarre le football. Salut Florian. Salut Quentin, ça va? Bon, ce sont les aléas du direct. Bah oui, très bien, ouais. Ils sont pas connectés. Bon, tant pis. On voulait faire un petit focus sur le triathlon. Juste avant de débuter le football avec toi. Donc on n'a pas cité quand même les résultats de triathlon de ce week-end. Donc Cyril Viennot, le Dolois que tu connais avec son camarade Thibaut Rigaudot, qui est malvoyant. Ils ont décroché le titre national ce week-end après un an seulement de collaboration. Donc c'est une belle performance et puis ils ont pour objectif, comme je le disais en intro, la qualif au JO. Donc avec cette performance, on peut quand même se dire que c'est de bon augure pour l'an prochain. Ouais, c'est de bon augure. Cyril Viennot, de toute façon, triathlète très connu en France déjà et surtout dans la région de l'Oise. C'est une belle perf en perspective des JO handisport, effectivement. Ça va être intéressant. Sachant que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont fait un temps remarquable, 44 minutes, je crois. C'est ça que tu as dit? Alors ça, c'était pour le cyclisme. Là, en fait, ce qui était intéressant dans cette course pour Viennot et son acolyte, c'est que ils ont été un petit peu derrière sur la partie natation et avec un peu plus de 3 minutes de retard. Quand ils ont redémarré la course à pied, ils ont réussi à revenir et ils ont un petit peu serré les dents et ils ont attaqué à 700 mètres de l'arrivée seulement. Donc c'était une grosse bataille avec alors j'ai plus les deux autres l'autre binôme avec qui ils étaient en confrontation, mais en tout cas on voit que le mental, on le dit souvent, fait la différence sur les derniers kilomètres. Là ça s'est vu parce que quand la tête quand les gens ne sont plus là entre guillemets, la tête prend le relais. Là c'est ce qui s'est passé. Et l'autre info aussi triathlon qui est pas là malheureusement, Romain Guillaume ce lundi, c'est Romain Guillaume qui est participé à l'Ironman 73 des Sables d'Olonne. Alors pour vous expliquer un petit peu, 73 c'est la distance half Ironman, donc 1 km
1,9 km de natation, 90 à vélo et un semi-marathon. Il y avait un gros plateau, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de courses Ironman organisées, donc gros plateau mondial sur cette compétition. Le Jurassien espérait un top 10, il a fait 11e, avec toujours un petit peu des lacunes sur son point faible, hein, bien sûr la course à pied, avec voilà. Lui, il est plutôt calibré, on va dire, sur distance Ironman, donc c'était un petit peu logique qu'il soit un petit peu à la traîne. Voilà, pour prochaine étape pour. Romain Guillaume, il est toujours là, hein, mine de rien. Ouais. Là, le temps passe et il nous fait toujours des perfs en Ironman, donc ça reste un sportif et un athlète jurassien de renommée. C'est toujours important d'avoir ce type de personne qui emmène le Jura dans le monde entier à travers tous ces Ironman. Oui, alors c'est vrai que on l'a dit, ce sont deux trentenaires, hein, Romain Guillaume qui a 35 ans, Cyril Viennot 38. On se pose la question aussi de la relève, hein, derrière. Est-ce que des Jurassiens vont devenir professionnels de triathlon, ce qui est assez rare. Et puis c'est une vie qui est consacrée à ce sport-là et financièrement, on gagne pas énormément d'argent, hein, comme l'avait rappelé Romain sur son interview. Donc il y a de la relève, mais plus en amateur, mais avec on l'a dit, hein, Baptiste Philippe, pardon, il y a des Tissot aussi qui étaient sur Beaune, là, au club de Beaune. Donc il y a de la relève du côté jurassien, mais c'est vrai que derrière eux, on se pose la question, est-ce qu'il y aura des professionnels par l'avenir? Donc affaire à suivre en tout cas. C'est le problème de ces sports confidentiels où ça marche à coup de sponsors. Et faut trouver les sponsors qui financent les courses, qui financent finalement ta vie, ta carrière qui est plutôt courte. Donc c'est toujours assez problématique. On verra dans les années à venir, mais tu les as cités, il y a deux, trois espoirs. Hein. Et le Jura est une terre propice justement à ce type d'entraînement. Entre les lacs et les forêts, les parcours les parcours en forêt, c'est vrai qu'il y a de quoi faire au niveau de l'entraînement. C'est sûr. Et alors, du coup, ce qu'on va faire, Florian, c'est qu'on va passer directement à la petite balle, au football. Beaucoup d'actu ce week-end. Avant d'arriver sur le gros débat en fin d'émission sur Jura Sud, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ça. Ce week-end, c'était le deuxième tour de Coupe de France. Moi, le bilan que j'en fais, c'est que la plupart des gros restent. Quelques surprises, mais ce fut pas un deuxième tour assez excitant en termes de surprise. La logique a été respectée encore une fois. Hein. Ouais, t'as raison, Quentin. Logique respectée. C'est souvent plus on avance dans les tours, hein, plus la logique souvent est respectée. On va mettre en avant les points négatifs. Donc on a Poligny-Grimont, mais j'ai l'impression que c'est une habitude à Poligny, hein, se faire sortir par une D2 ou une D3 tous les ans. C'est comme ça. J'ai eu le coach au téléphone. Ils ont eu les occasions, ils ont dominé, hein, forcément. Quand ça veut pas rentrer, ça rentre pas. Une équipe en face qui donne tout. C'est comme ça, mais c'est quand même un mauvais résultat pour les Paulinois. Sinon, on peut citer l'Ajoux. Alors l'Ajoux, surprenant l'Ajoux qui nous élimine Ornans la semaine dernière, Quentin, et qui perd contre Fran au penalty. Donc Fran qui est un club, j'ai regardé de première division de district. Hein. Ouais. On l'a dit la semaine dernière, hein, sur les lives, que les clubs du Haut-Doubs avaient un jeu un petit peu rugueux. Alors je sais pas si c'est le cas à Fran, hein, mais je pense que ça a dû être compliqué, hein, d'évoluer là-bas. Après, c'est pas l'hiver non plus, hein, donc c'est pour ça. Hein, c'était pas une température à -2, -3, donc. C'est un derby, mais c'est surprenant. C'est un derby. Après, surprenant, oui et non. C'est un derby. Les mecs se connaissent plutôt. Fran, c'est pour situer, c'est à 10 km de Mignot-Villars. Hein. Donc, c'est un derby, les mecs se connaissent. Ils perdent au pénalty. Fran, bravo à Fran. Tant pis pour l'Ajoux qui était plutôt bien dans cette Coupe de France tous les ans. On n'entend pas bien encore, décidément. J'ai vraiment pas de chance avec ce téléphone. Je vais changer, promis. Et je disais donc Fran, oui, c'était un derby. Donc, ils sortent par la petite porte, l'Ajoux, tant pis. Ça ira mieux en championnat. Après, c'est vrai que là, on arrive sur des confrontations un petit peu plus resserrées en termes de niveau, d'écart de niveau, comme on le voit avec Champagnole, hein, qui s'impose 1-0 seulement à Orchambaine, mais Orchambaine, on l'avait dit, hein, toi tu les connaissais aussi, que c'était pas une équipe facile à jouer, donc on peut dire 1-0, l'essentiel est fait, mais
Ouais, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Bah, on a vu Brest-Jura qui s'est pris les pieds dans le tapis contre une équipe de district qui gagne au penalty. Bon, après, comme on disait la semaine dernière, Quentin, les équipes de district donnent tout sur ces premiers matchs. Ils n'ont pas joué depuis 6 mois. Les équipes de ligue sont pas forcément encore prêtes. On voit donc Brest-Jura qui s'impose au penalty contre une équipe de district. On voit Lons qui gagne 3-0 à Saint-Maur. Voilà, ils ont fait le travail, mais on aurait pu s'attendre à un écart beaucoup plus grand. Champagnol qui ne gagne qu'1-0 à Orchamps, tu l'as dit, Orchamps-Vennes, toujours compliqué de jouer à Orchamps. Donc, bon, Yeah. voilà, c'est des premiers tours voilà, qui sont compliqués, mais des terrains qui paraissent difficiles quand même. Hein. Il y a quelques équipes aussi qui poursuivent l'aventure, hein. On les a pas citées, mais Foucheron qui gagne 1-0 à Auxonne, c'est pas mal. Et puis, bah, Juralac, à Ouche-Fenay. Alors, je sais pas où c'est Ouche-Fenay. Je sais pas Alors, si Ouge, c'est c'est en Dijon. C'est la Dijon, banlieue de ouais. Dijon. Et Ouge, c'est plutôt une équipe qui est costaude, qui Ouais. devrait jouer la montée en Ligue en Côte d'Or là-bas, qui avait battu Rochefort au premier tour. Oui. 2-0. Donc c'est une équipe qui, je pense, n'a pas le niveau district, doit avoir le niveau au-dessus. Terrain compliqué, comme le dit Karim, effectivement. Et Mais Juralac a fait le taf, 1-0, ça suffit. Bon, bah compliqué, hein, comme Brest-Jura, comme Champagnol, voilà, ça passe. on a Jurastad, on peut citer Jurastad, oui, oui. qui bat difficilement Saint-Julien, 1-0 samedi soir. Donc voilà, les terrains. Bon, les écarts sont plus rétrécis en début de saison, Quentin, on l'avait dit la semaine dernière. Mais Foucheron, on peut mettre l'accent sur Foucheron. Faucheran, il y a aussi Montsou-Vaudrey aussi qui s'impose largement à Roma 5-0. C'est vrai que c'est un beau score. Et puis Sud-Revermont qui s'impose aussi à Mervan au club en Saône-et-Loire, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc 3-1. Raon qui sort battu par Longvic, assez logique 4-1. Il n'y a pas trop de surprises. Malheureusement, Dol Crissé qui perd de peu à Magnier 3-2. Ça c'est dommage pour eux. Hein. Oui, bah, j'ai eu le coach le président de PSDOL Crissé. Ils ont pris l'équipe de Détroit vraiment trop facile. Il m'a dit que ces joueurs avaient joué vraiment trop facile. Ils avaient déjà pardon. Ah, on a perdu Florian. On va le retrouver, vous inquiétez pas. On va poursuivre hein, sur les matchs de Coupe de France. On l'indiquait, Côte-de-Sey qui a eu très très chaud à domicile face à Sornay. Une victoire qui s'est scellée au tir au but, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Victoire 4-3 pour Côte-de-Sey, donc au péno, pardon, donc compliqué. Attendez, il revient. Tac. Donc voilà, compliqué ce soir. Hein. Ouais, c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. Je parlais de Côte-de-Sey qui a eu du mal qui a dû passer par les tirs au but pour s'imposer 4-3 face à Sornay. Mais il y avait deux autres formations hein, du Haut-Jura qu'on évoque souvent, hein, c'est Arcade Foot et Haut-Jura. Et puis pour ces deux formations, bah, l'aventure continue. Hein, pour Arcade, victoire à 2-0 à Voudray. Et puis Haut-Jura qui a eu du mal, mais sur les monts à Montdusier 3-2. Mais ouais, franchement, on peut dire chapeau pour ces deux formations. Hein. Ouais, c'est bien. Donc, ces deux équipes qui sont montées en Régional 3, on en a déjà beaucoup parlé. Qui continuent l'aventure en Coupe de France, c'est bien. Voilà, ça va mettre en confiance pour ces équipes avant de commencer le championnat de Régional 3. Donc, c'est focus sur eux. C'est bien, l'aventure continue. Et je voulais mettre l'accent sur un club qu'on a tendance à oublier, Quentin. Oui. C'est Juranor. Juranor qui a vécu des années catastrophiques, hein, qui a été une place forte du football jurassien, qui est monté même en DH à l'époque de Frézan, Oui. qui a beaucoup joué en Régional 2, enfin ancienne DRH à l'époque, et là qui avait sombré ces dernières années, hein, qui est descendu jusqu'en division 2 de district, et qui a perdu au pénalty contre Montfaucon, donc club de Régional 2. Donc voilà, c'est bien pour Juranor. C'est plutôt un bon résultat, comme on dit. Hein. C'est un bon résultat nul, entre guillemets. Mais voilà, ça va mettre en confiance les hommes de Juranor en espérant que ce club retrouve un peu de sa superbe.
la place qui mérite. On salue Marine Lambalos qui nous a rejoint. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de handball trop là ces dernières semaines. Ça va revenir. Hein. T'inquiète pas là-dessus. On va reparler ça. Le championnat va reprendre aussi, hein, comme tous les autres sports collectifs. Alors c'est vrai que je sais pas si on a fait tout le tour des clubs jurassiens sur ce tour de Coupe de France. Je regarde vite fait, hein, sur le tableau. Ah oui, effectivement, on a oublié de parler du derby Montmoreau-Pleurs. Pleurs qui avait éliminé, qui avait fait un exploit le tour précédent, et là, qui est tombé malheureusement à Montmoreau chez les Catarus. Donc voilà, l'aventure s'arrête pour eux, c'est bien dommage, mais ils ont pas démérité. Et par rapport au compte rendu du ProRed d'aujourd'hui, il y a eu peut-être un penalty qui n'a pas été sifflé sur la fin de match. Ouais, alors j'étais au match, hein, avec Xavier. Match de district, de reprise. Compliqué pour Montmoreau. On a cru à un moment, en première mi-temps, Montmoreau a plutôt maîtrisé les choses. Alors Montmoreau, c'est un effectif qui est renouvelé à 80%. Faut le savoir. Ouais. Avec un nouveau coach, Stéphane Fernandez, l'ancien coach de Sud-Revermont. Donc il y a toute une reconstruction à Montmoreau qui est en place avec beaucoup de jeunes. Ça joue pas mal. Il y a vraiment des bons joueurs de foot. Et en face, une équipe de Pleurs qui joue avec ses atouts, c'est-à-dire la combativité, l'état d'esprit. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'avancée du match, on s'est dit que Montmoreau allait gagner plutôt facilement. Et puis, en fait, Pleurs arrive une fois dans la surface, 2 fois, 3 fois. Et ça donne un match plutôt équilibré. Même Pleurs, je pense, gagne au point au niveau des occasions franches. La main à la fin, c'est compliqué. On est loin. Certainement, c'est comme c'est Quentin, c'est une fin de match. On a l'impression de voir des fautes ou des trucs partout. Ouais. Et les mecs, dès que les mecs rentrent dans la surface, là, c'est en fin du temps, ils s'écroulent, choses comme ça. Donc c'est pour ça. Exactement. Voilà. Il aurait sifflé, je sais même pas. On aurait peut-être 10 scandales du côté. J'en sais rien. Sincèrement, moi, je la vois pas des masses la main. Je suis même pas sûr. Est-ce que le ballon touche vraiment la main? Bon, j'en suis pas sûr. Mais en attendant, Pleurs a gâché 2-3 occasions assez franches quand même. Tu penses que Pleurs peut faire une bonne saison du coup avec ce qu'ils ont montré en coupe? Ouais, à domicile, de toute façon, ça va être une équipe qui est difficile à manœuvrer. Un terrain un petit peu compliqué à Pleurs. Voilà, une équipe qui est vraiment combative depuis quelques années. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait leur force à l'équipe de Pleurs. Ils viennent de monter en Division 2, enfin. Le coach a annoncé un maintien. Moi, je pense qu'ils peuvent viser une bonne place dans les 6 premiers. S'ils gardent cet état d'esprit, Ouais. à domicile, ils arrivent à engranger des points. Je salue Benoît Rodriguez, l'ancien coach de Coteau là, qui était en direct avec nous. Hein. Je sais plus trop de ses fonctions actuelles, mais il est encore sur le développement, je crois. Il passait ses diplômes d'entraîneur. On va passer, je sais pas quand est-ce qu'aura lieu le tirage au sort du troisième tour. Florian, si tu as des infos à ce sujet. Non, pour l'instant, on n'a pas d'infos. Ça devrait pas tarder, hein, puisque les 5 premiers tours s'enchaînent assez rapidement, je crois. Fin octobre, ça doit être terminé. Donc, je pense que ça va arriver assez vite. Sachant que les clubs de National 2, National 3 vont rentrer en piste, c'est ça, hein, sur ces tours? Il me semble, si je dis pas de bêtises, Quentin, que ça sera au 4e tour. Ouais. 4e tour, donc du coup il y a encore un tour exempt pour Jura-Dolois, notamment Jura-Dolois qui on va arriver sur le National 3 après un bon nul la semaine dernière à Besançon. Là ils se sont imposés ce week-end à domicile contre Novillard. Ouais, c'est ça, hein. Je remercie les gars, donc Lolo et puis Max Moureau. Oui, c'est demain donc le tirage au sort, demain 16h30. Voilà. Et je remercie donc Maxime et Lolo pour les informations et aussi ma sœur pour le bon anniversaire. Je la remercie. Du coup, ouais, Jura-Dolois, hein, qui continue son bon début de saison avec une victoire 1-0 ce week-end. Ouais, donc Jura-Dolois, c'est bien. Ils battent 1-0 Grand Villard. 4 points en 2 matchs. Un match nul, une victoire. Écoute, on peut pas leur demander mieux, hein, pour l'instant à JDF. C'est un début de saison qui est correct. On va attendre la suite, on va attendre les gros matchs, les Guignons, les DFCO, etc.
Voilà, pour vraiment voir le niveau réel du JDF. On va attendre quelques matchs, mais bon, ils ont pris les points, ça suffit. Ils ont, c'est vrai ils ont bien débuté, mais c'est toujours compliqué de statuer comme ça sur une équipe au bout de 2 journées. On n'est jamais sûr comment ça peut évoluer, hein. Donc après, pour l'instant, comme tu dis, ils répondent aux ambitions, aux objectifs qui sont fixés. Mais toi, pour toi, ce sera qui un petit peu leurs principaux adversaires sur cette poule? Ben, Guignon sera toujours là de toute façon, hein. Guignon va être compliqué à jouer. On a Besançon Foot, même si justement Jura de Loi a fait un très bon résultat nul à la première journée. Il y aura toujours la réserve du DFCO qui va être compliqué à jouer. La réserve de Sochaux, bah, ça va beaucoup dépendre aussi de leur première. Ils ont eu pas mal de blessés là en début de saison, malgré un super début de saison, le FC Sochaux. Donc est-ce qu'ils vont aller piocher 2-3 joueurs en réserve? Donc du coup ça va déséquilibrer l'équipe socialienne. Donc oui, comme dit Karim, est-ce que c'est la bonne année? Bah écoute, pourquoi pas. Ouais. On le souhaite, on leur souhaite en tout cas. Mais Ouais, non, mais c'est vrai que en plus, nous, on est assez objectif, on regarde ça avec notre regard extérieur, mais ce qu'on souhaite par-dessus tout, c'est que les clubs jurassiens performent sur toute la saison. Après, il y aura quand même des malheureux dans tout ça. Euh, il y avait une suggestion qu'on va tout de suite rectifier de Taribo qui demandait la Coupe Gambardella. On va évoquer la Coupe Gambardella tout de suite. C'est vrai que ce week-end avait lieu le premier tour de la Coupe Gambardella, la Coupe des moins de 18, hein, c'est la Coupe des jeunes avec un premier tour 100% jurassien forcément, avec quelques résultats. Brest-Jura qui s'impose 2-1 face à Mont-Sauvonneray. Arcade qui perd à domicile face à la Joux 2-0. J'ai un résultat qui n'était pas communiqué hier soir, c'était Petite Montagne face à Jurastad. Je ne sais pas si tu l'as ou pas. non, je ne l'ai pas. On l'aura toujours pas, on le saura dans les jours à venir. J'ai appelé le coach de Jurastad et il m'a pas répondu, donc je sais pas. Et après, Lens qui l'emporte à Triangle d'Or 5-3, un match prolifique en but. Et Juralac qui met une claque à Mouchard 6-0. Jura de Loie qui s'impose 2-1 face à Jura Sud. Et Champagnol qui s'impose à au Jura 3-0. Voilà, quand je vois ces résultats, Florian, je me dis, est-ce que malgré tout, hein, on retrouve quand même à chaque fois les grosses équipes, les grosses cylindrées dans les catégories jeunes qui arrivent à performer, quoi. Ouais, Y a pas de surprise, hein, sur ces le résultats. problème de la Gambardella et surtout le foot depuis une vingtaine d'années, c'est que les équipes ont de plus en plus de mal à faire des équipes U18, hein. Ouais. Petite Montagne a gagné, parfait. Euh, on l'a vu depuis 10 ou 15 ans, hein, voilà, avoir une équipe U18 c'est compliqué. Donc forcément on retrouve les grosses équipes parce que les grosses équipes arrivent à avoir des moins de 18 performants puisque l'objectif c'est d'emmener après ces moins de 18 en senior. Donc c'est tout à fait logique ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on retrouve toujours les grosses cylindrées. Par contre, je vais mettre un bémol sur la Gambardella. Ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu un club jurassien qui a fait une très bonne performance en Gambardella. Il n'y avait pas eu non, c'était Pontarlier il y a quelques années. C'était quel club qui avait fait en franc-comtois, mais il n'y a pas eu Ouais, à part Sochaux qui. Après, il y a toujours Sochaux, évidemment, mais je veux dire, en termes de jurassien, on a rarement. Il y avait le JDF, il me semble, il y a 3 ou 4 ans, qui avait peut-être fait un 64e. Mais voilà, ça reste une coupe qui est compliquée pour les jurassiens. Alors, on n'a pas de centre de formation dans le Jura, on n'a pas. Voilà, on a la grosse cylindrée Jura Sud, mais qui a du mal au niveau de ses moins de 18, hein. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas été en national, donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, mais bon, on a l'impression qu'il y a. Voilà, ça revient un petit peu les moins de 18. On voit Petite Montagne, on voit Jurastad, on voit Mouchard qui arrive à remonter des équipes, donc c'est très bien. On espère que ça va se poursuivre. C'est vrai que après il y a toujours la problématique du bassin de population, hein, qui fait que du coup il y a pas un gros bassin, hein, c'est pas un bassin universitaire. On le dit souvent, mais c'est vrai que là c'est criant. Et puis après oui, il faut les groupements de clubs, les conventions U18, choses comme ça, mais c'est du nombre, du quantitatif, mais qualitatif des fois c'est un peu limite, quoi. Ouais, c'est sûr, mais pourtant, les moins de 18, comme on dit, c'est l'avenir, hein, dans un club, mis à part si tu arrives à recruter à côté, mais si tu arrives à former quelques moins de 18 pour ton équipe senior, c'est tout bénef. Donc
il faut continuer voilà, à former, à garder les gamins. C'est compliqué avec tous les sports aujourd'hui et tous les loisirs qu'on a à côté. Mais bon, j'ai l'impression que ça revient un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a eu l'effet Coupe du Monde 2018 puisqu'il y a 20% d'équipes U18 cette année dans le Jura. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Et pour terminer, il reste à peu près 25 minutes, Flo, là, sur le timing de l'émission. Alors, on va passer au sujet un petit peu chaud du week-end, hein, le sujet qui a fait parler, malheureusement, hein, pas dans le bon sens, c'est Jura Sud. Donc, on va lancer une petite musique et on attaque dessus. N'hésitez pas à réagir sur cette actu. Voilà, alors Jura Sud, le plus grand club jurassien, bien sûr, en National 2. Jura Sud qui n'avait pas encore pris part à ces matchs de championnat, qui avait fait forfait sur 3 matchs reportés à cause du Covid. Et cette semaine, ils ont encore testé des joueurs et ils ont découvert un 5e cas de Covid. Et de ce fait, la fédération a proposé de reporter le match qui devait avoir lieu ce samedi à Louhans au dimanche. Donc ça, c'est un petit peu pour recontextualiser un petit peu ce qui s'est passé. Jura Sud a appelé la fédération pour indiquer que ils étaient contre le fait de jouer ce match parce qu'ils n'avaient qu'une seule séance d'entraînement. Ils avaient été confinés pendant 14 jours sans s'entraîner. Et donc du coup, ils sont venus ce dimanche à Louhans avec un stade rempli avec 1000 personnes à 8. Ils ont joué pendant 55 secondes. Un joueur, alors je sais pas s'il a simulé une blessure, en tout cas il s'est arrêté, il est tombé par terre. Les soigneurs sont venus, hop, voilà, pas de remplaçant, donc à 7, match déclaré perdu, 3-0. Ouais, et ben moi je comprends. Alors, moi je comprends Jura Sud. on a lancé hein, sur le média un petit sondage. Est-ce que vous compreniez ou pas cette décision de Jura Sud de venir à 8 et de faire forfait? Alors le sondage d'ailleurs a été plutôt favorable au choix de Jura Sud. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était plus du 65%, 35 en faveur de Jura Sud. Et nous, on est complètement à l'opposé en tout cas moi, je pense que Jura Sud n'a pas joué le jeu. À contrario de toi, pourquoi, selon toi, Jura Sud a bien fait de faire forfait? A bien fait de faire forfait parce que on parle quand même d'un club de National 2, donc des joueurs qui sont quand même payés, des joueurs en fait qui vivent du foot hein, pour le moment, et on les empêche, à tort ou à raison, de s'entraîner pendant 15 jours. Voilà, cette situation elle est ce qu'elle est. Mais ensuite on leur demande de rejouer. Ils viennent de reprendre l'entraînement vendredi et de venir jouer le dimanche, leur première journée de championnat. Les mecs n'ont pas joué depuis 15 jours, sont peut-être fatigués, ont aussi émotionnellement le fait de ne pas pouvoir s'entraîner, de ne pas pouvoir voir leurs coéquipiers. On leur demande de rejoindre un match 2 jours après avoir repris l'entraînement. Enfin, c'est carrément incompréhensible. Ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Il y a eu beaucoup de changements à Jura Sud, on le sait bien. C'est la RS en plus, donc l'agence régionale de santé, qui avait demandé à Jura Sud de rester, aux joueurs de Jura Sud et au staff de rester chez eux. Et la FFF, elle, dit on vous décale le match au dimanche pour vous laisser un jour de plus. Enfin, c'est pas un jour de plus qu'il faut, c'est 2 semaines. À un moment donné, on parle de joueurs, de personnes qui vivent du football. C'est pas des amateurs. Ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de toucher le ballon, ils ont besoin de voir des joueurs, de voir d'autres coéquipiers et de peaufiner d'automatisme. On est quand même sur un niveau semi-professionnel hein, en National 2. Et d'aller jouer en plus un derby à Louhans, on sait très bien, devant 1000-1500 personnes, avec le contexte actuel à Jura Sud, c'est complètement du suicide. C'est à la FFF que j'en veux, moi. C'est pas à Jura Sud. Moi, je trouve que, il y a le fond et la forme. On peut critiquer. Mais ils ont bien fait. Moi, ils préfèrent faire ça plutôt que de faire forfait. Voilà. Moi, je vais contredire un petit peu ce que tu dis, Florian, parce que c'est vrai que je rejoins d'ailleurs les commentaires hein, de Karim qui demande pourquoi ils n'ont pas pris des joueurs de la réserve, et aussi 39 FC qui dit la honte et les joueurs de la réserve, point d'interrogation. On salue aussi Souraf, mais c'est vrai que
par rapport à l'image que donne Jura Sud sur cette affaire, certes la fédération n'a pas bonne presse entre guillemets par rapport à leur choix, leur décision, mais Jura Sud, ils viennent quand même à Louhans et ils jouent pas. Alors autant pas venir. Enfin moi je suis un supporter de Louhans, je suis un dirigeant de Louhans. Je dis c'est quoi cette mascarade? Très clairement. En plus déjà Jura Sud pour rappeler quand même l'an passé. Alors il y a 2 ans je crois, hein, c'était pas leur faute, mais il y a eu l'histoire de Paul Cattier sur l'affaire des matchs truqués. Alors déjà donc là cette image-là un petit peu là cette année tac ils font forfait. Il y a déjà eu pas mal de retombées hein, sur ce match-là, sur d'autres sites de football. Attention à ce qu'on fait, attention parce que moi je suis pas d'accord. Ils auraient pu venir, comme l'a dit surtout les commentaires, avec une partie de leur équipe réserve, même s'ils ont le niveau régional 1. On en voit souvent les week-ends, hein, ils composent l'effectif avec des joueurs des fois de régional 1 pour faire le nombre. Donc je rejoins aussi non-respect de Louhans. Effectivement, il y a une part on va dire de foutage de gueule pour Louhans parce que eux c'est pas de leur faute, mais ils reçoivent l'équipe, ils peuvent pas jouer. Donc, je suis pas forcément d'accord avec toi, Florian, sur ça. Après, je peux comprendre aussi un Jura Sud qui veut lancer un message fort à la fédération en faisant ces gestes, mais je pense que ça va pas faire avancer les choses en faisant ça. Ouais, alors je suis partagé parce que je vois Souraf effectivement qui dit qu'ils auraient pu prévenir les dirigeants de Louhans. Moi, je pense surtout qu'en interne, ils se sont parlé. Ils ont dû demander aux dirigeants de Louhans que Louhans demande aussi à déplacer le match, et Louhans a refusé. Ça, on le sait. Donc, en soi, Louhans aurait pu être aussi compréhensif sur ce cas-là. Ils ont des joueurs, pareil, qui vivent du football. Si ça avait été à Louhans, je pense qu'ils auraient été contents que le club en face les écoute. Et je veux dire, on parle de la R1. Oui, tu vas prendre des joueurs de R1 pour aller jouer un match de N2. Tu vas en 6. Je suis pas sûr. Non mais moi je pensais à un truc, Florian, c'est que pour être honnête avec vous, si ce qu'ils ont fait, bon, c'est une chose, moi je cautionne pas, mais ce qui aurait été mieux, et là je vais être un peu mesquin, mais ça aurait été de pousser le vice jusqu'au bout, c'est-à-dire jouer jusqu'à la 42e, ils s'en prennent 4-5, et là ils simulent la blessure. Au moins il y aurait eu 45 minutes de jouer, les spectateurs auraient pu voir un pseudo match de football. Là il y a rien eu. Les gens ils viennent, hop ils repartent. Franchement, en termes d'image, c'est pas terrible quand même, hein. Ouais, mais tu te contredis parce que tu l'as dit juste avant, dans tes arguments, tu as dit ils voulaient marquer le coup. Bah là, c'est marqué. Je veux dire, ils sont passés sur France Football, ils sont passés. Non, mais moi, j'étais pas d'accord avec le fait qu'ils marquent le coup. Mais si tu vas dans l'optique de faire quelque chose, voilà, de mécontentement, autant pousser le vice jusqu'au bout. Alors, je trouve 55 secondes. Non, mais ça rime à quoi? Ils ont surtout voulu marquer le coup. Tu l'as dit. Je veux dire, moi, la FFF, c'est incompréhensible. L'ARS leur a donné 15 jours de confinement, une quatorzaine. Je veux dire, à un moment donné, ils sont. C'est leur métier. On a tendance à l'oublier en National 2, mais ils vivent de ça. Les mecs, après 2 semaines sans entraînement, plus tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars, je veux dire, psychologiquement et physiquement, ça doit être hyper compliqué. Ok, Louhans est biaisé, elle est lésée parce que les spectateurs se sont déplacés, les joueurs sont venus sur le terrain pour jouer un match, un derby qui plus est. Voilà, je peux comprendre Louhans et les spectateurs surtout, mais le club de Louhans aurait pu être plus compréhensif avec Jura Sud et demander à 2 le report du match d'une semaine ou 2, qui laisse le temps de s'entraîner à Jura Sud. Après, tu as le problème du calendrier. Tu reports le match. Tu as déjà 3 matchs de retard pour Jura Sud. Eux Louhans, c'est un peu cru ce que je vais dire, mais ils s'en moquent un peu. Là, ils gagnent 3-0 match gagné. Oui, ils s'en moquent un peu. Moi, je pense que les joueurs, au final, ils sont contents de Louhans. Ils n'ont pas joué le match, ils ont gagné 3-0. J'ai entendu le président de Louhans, c'est déplorable pour l'image du foot. Ce qui est déplorable, c'est la Fédération française de football. Alors, ils nous annulent pas le match de Jura Sud. Par contre, ils nous annulent le match du PSG contre Lens. Bon, il y a des choses que je comprends pas.
En fait, Ah, il c'est n'y a, il y a aucune logique en fait dans tout ça. Moi, qui nous explique clairement pourquoi ils ont maintenu Jura Sud et pourquoi ils ont repoussé Lens PSG. Parce que les Parisiens voulaient une semaine de vacances pour aller faire la fête à Ibiza. Bon, Et pour attraper le Covid, après il y a un impact, hein, on le dit pas, mais c'est un impact aussi économique, hein, le pouvoir de pression du PSG sur les instances est supérieur à celui de Jura Sud avec 700 000 euros de budget, même pas en National 2, hein, avec son petit club qui va bien, mais c'est typiquement ça, hein, malheureusement, mais là on le voit concrètement voilà. Là, sur cet exemple-là, on le voit très bien. bah ouais, C'est, malheureusement. Et Jura Sud, alors bon, tu as mis l'affaire Catier il y a 2 ans sur le devant. hum Jura Sud n'avait rien à voir avec cette histoire au final, hein. Mais tu as raison, ça oui, donne. oui. C'est un peu l'enfant terrible de la N2, quoi, Jura Sud. Il y a toujours un truc qui se passe. Alors, pour le coup, là, moi, je les trouve légitimes. Après, je peux comprendre la vie de tout le monde. On aurait pu envoyer les U19, on aurait pu envoyer la R1. Mais voilà, il faut préserver la santé, comme le dit Souraf. Je veux dire, enfin, on nous rabâche tellement de choses à la télé depuis 6 mois. On nous impose le masque dans les centres-villes, on nous impose le masque au boulot, et on veut faire reprendre un jour après la reprise de l'entraînement des joueurs de foot. Enfin, à un moment donné, il faut avoir une certaine logique dans tout ça. Alors, il y a le fond et la forme. Peut-être que la manière n'était pas foncièrement bonne, mais moi, je trouve qu'ils ont bien fait de marquer le coup et de passer dans les grands médias. Et ils vont peut-être pouvoir se faire entendre. Voilà. Et parce que moi, la question que je me pose, Florian, c'est que là, la semaine prochaine, de nouveau des matchs. Si ça continue, s'ils maintiennent à 5 cas de Covid, ils vont faire ça tous les week-ends. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Jura Sud, pour se faire entendre? Là, dans tous les cas, il va falloir qu'ils. Je ne sais plus, je crois qu'ils ont changé les règles à FFF, si je ne dis pas de bêtises, sur les cas de Covid. Au tout début de saison, c'était 3 cas de Covid, quatorzaine obligatoire et match repoussé, si je ne dis pas de bêtises. C'est 4 là. Et là, ils ont monté à combien? À 4, hein. 5 ou 6, non? Bah, c'est 4 ou 5 normalement de cas. Ouais. Donc ils y étaient, hein. Ils avaient 5 cas là. Voilà, rien, on ne sait pas. Donc, bah, s'ils ont des cas tous les week-ends, s'ils ont 5 ou 6 cas et qu'à chaque fois ils ne peuvent pas s'entraîner, bah, ouais, c'est une situation particulière. Va peut-être falloir aussi réfléchir sur, je sais pas, la rapidité avec laquelle on a repris le foot. Parce que soit on nous dit on reprend totalement et on nous laisse plus de liberté, entre guillemets, soit on nous impose vraiment des règles strictes. Là, en l'occurrence, Ouais. Jura Sud a fait valoir ses règles strictes. C'est-à-dire qu'il y avait des cas de Covid, il y avait des dangers. Tous les joueurs ont été retestés, il ne faut pas oublier. Ça se trouve, il y aura encore des cas cette semaine. Donc, et comme le dit Souraf, ils y sont allés pour ne pas prendre l'amende, tout simplement. Oui. Voilà. Oui, puis il y a le point de pénalité aussi qu'on oublie aussi sur le forfait. Bien sûr. C'est euh, c'est pas négligeable. Alors, on évoquait tout à l'heure les retombées, hein, de cette affaire, hein. Forcément, France 3 l'a évoqué sur son site web. Il y a SoFoot, il y a Google Actu, oui, maintenant, 11 Mondial. Enfin, il y a énormément de médias nationaux qui ont repris cette info. Hein. Sport Orange aussi. Enfin, ça prend une ampleur qui est légitime, hein, par rapport à ce qui se passe, mais moi j'ai vraiment peur, Florian, que du coup l'image de Jura Sud se dégrade avec cette affaire, alors qu'ils sont victimes, mais bon, par leurs gestes que je ne comprends pas sur la forme, et bah du coup là ils sont en train de se tailler une réputation assez terrible, quoi. Ouais, non, moi, je trouve ça bien qu'on en parle dans les médias nationaux parce que ça va mettre en exergue justement une problématique qui va foncièrement arriver pour plein de clubs dans la saison. Foncièrement. On nous Tu vois, je parle. vois, il y a CNews, il y a Ouais, franchement le HuffPost qui fait, enfin, vraiment, ça a été repris par énormément de médias, quoi. C'est incroyable, quoi. ouais, mais moi je trouve pas du coup que ce soit l'image de Jura Sud qui est dégradée. Je pense que c'est plutôt la FFF qui va en pâtir. Jura Sud a reçu des messages de soutien, a reçu plutôt des messages, voilà, aussi, comme quoi c'était la FFF qui avait merdé pour, voilà, excusez-moi l'expression, mais qui n'a pas été logique. Effectivement, comment font les Hum, clubs? Bah, il y a des tests, hein, Covid de toute manière, il y a des protocoles. Après,
pour le moment. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a aucune obligation, hein, faut bien le préciser, il n'y a aucune obligation pour les clubs de N2, N3 hein, à faire tester leurs joueurs. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un pur hasard. Il y a eu pour remettre dans le contexte, il y a eu un joueur de Jura Sud sa copine avait vu qu'il y avait des tests gratuits dans le Haut-Jura. Ils y sont allés, il a été testé positif. Il a dit à son club, qu'est-ce qu'a fait le club de Jura Sud? Et ben, ils ont fait tester l'ensemble des joueurs et du staff. Bon, ben voilà, il y a eu des cas de Covid, mais ça aurait pu très bien ne pas arriver. Il ne serait pas allé se faire tester ce joueur de lui-même. Il n'y aurait pas eu tout ce grabuge. Et pourtant, ils auraient joué avec la maladie. Et ils auraient peut-être emmené la maladie à d'autres clubs, etc., etc. Donc, en plus, ils ont joué plutôt l'honnêteté. Bon, évidemment, dans cette période, faut jouer l'honnêteté. Mais alors qu'on les laisse se réentraîner, tant pis, ils auront 5-6 matchs en retard. Mais voilà, donc il faut bien savoir qu'il y a peut-être le virus qui circule sur tous les stades de N2, N3. Les joueurs ne sont pas testés tant qu'il n'y a pas un cas positif. Donc, Après, c'est vrai que on le voit, hein, les gestes barrières, malheureusement, que ce soit sur de la Pro, la Ligue 1 et même dans les autres championnats, ils les respectent moyennement, ils se touchent quand même, enfin, là-dessus, ils sont pas à l'abri, hein, là, on n'est pas sûr que ça va encore durer, à mon avis, de nombreux mois, cette histoire, hein. Donc, de toute façon, on le savait, hein, quand tu as une saison, que ça allait être compliqué. Mais on parle de Jura Sud, mais qui te dit que ça fait 2 semaines qu'on traîne les clubs de Franche-Comté en Coupe de France, qui te dit qu'il y a un virus. J'ai vu que il y a des mecs qui buvaient dans la même gourde, il y a les masques sont pas toujours mis. Est-ce qu'il y a un risque d'exclusion de championnat? Non, tant qu'il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de risque d'exclusion. Karim, effectivement, après, s'ils ont des cas toutes les semaines, à chaque fois qu'ils sont retestés, ils sont positifs. Là, oui, la question du jeu de Jura Sud va se poser. Alors, ils ne vont pas amener la R1 tous les week-ends. Enfin, à un moment donné, et puis à un moment, il va falloir tester la R1 aussi. Est-ce qu'ils seront positifs aussi? C'est hyper. on n'en finit pas. On n'en finit pas. Alors, c'est vrai que moi, pour être clair avec vous, j'ai envoyé un mail à la fédération hier, hein, à la commission du championnat de CF, enfin, de national, pour savoir un petit peu pourquoi ils avaient maintenu ce match alors qu'il y avait 5 cas de Covid dans l'équipe. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse de l'interlocuteur, mais je pense que ce match, malheureusement, va faire jurisprudence pour d'autres équipes aussi, hein, malheureusement. Et puis, très honnêtement, ouais, ça va. Tous les championnats vont être un petit peu chamboulés cette saison, hein. Moi, je vois pas comment ça peut bien aller alors qu'il y a déjà des matchs en retard, il y aura des cas Covid récurrents, ça risque d'être compliqué, hein. Ouais, après ça, on le savait, Quentin, on en a beaucoup parlé. Oui. On savait de toute façon que c'était une saison particulière. Ça tombe sur Jura Sud. Bon, effectivement, hein, ça tombe sur Jura Sud. Ça aurait pu tomber sur n'importe quelle équipe de N2, N3. Voilà, peut-être que ça va aussi poser des choses. Exactement, Karim. C'est exactement ce que je pensais. En fait, ils auraient meilleur temps de. Personne va être testé. Ouais, les clubs n'ont aucun intérêt à aller faire tester leurs joueurs de N2, N3. Si c'est pour se retrouver avec une quatorzaine, avec tous les joueurs testés, se retrouver avec des mecs sur le côté, reprendre l'entraînement seulement 2 semaines après et refaire les tests, tu as entièrement raison. Donc en fait, c'est une sorte d'épée de Damoclès. C'est quoi ça? Des clubs, hein. Ouais. Donc, On verra ce que. Le gros danger, exactement ce que dit Karim, ça va être ça. C'est qu'avec les cas de Jura Sud, là, ce qui va se passer, c'est que les équipes de N2, N3 vont dire, mais on va pas se tester. Exactement. Ouais, mais comme tu disais, pour l'instant, ils n'ont pas d'obligation. C'est pour ça ils le font pas. Est-ce qu'un jour ça va arriver, la Fédé va dire, maintenant, pour jusqu'au club de National 3, test obligatoire. Mais c'est pareil. Quentin, ça voudra dire que tu vas tester tous les clubs de N2, N3 3 jours avant d'aller faire un match. C'est ça clairement, hein, ce qu'ils demandent. C'est-à-dire que les joueurs de Ligue 1, Ligue 2 et National sont testés 3 jours avant un match de championnat pour voir s'il n'y a pas de cas de Covid. Donc, ouais, ça risque d'être. Ouais, ça va être. On verra. En tout cas, on va essayer d'être un petit peu optimiste quand même pour l'avenir, hein. On espère que les matchs vont se tenir et puis que nos clubs jurassiens vont pouvoir quand même se défendre à 11 contre 11 pour les prochaines. On suivra de toute façon le dossier Jura Sud parce que je pense qu'on n'est pas prêt de terminer cette histoire à mon avis. Oui, Et avant
Avant de conclure, mon Flo, en milieu de semaine, on voulait faire un petit focus parce que ça a été demandé par un des spectateurs cette semaine de faire un focus sur le foot féminin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une arbitre féminine sur Champagnole qui s'appelle Ombline Ravoyard. Et c'est vrai que du coup, je trouve que c'est intéressant de faire un petit focus sur l'arbitrage féminin et savoir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui au XXIe siècle avec les mentalités ou pas, les gens, les footballeurs. Donc, on essaiera de l'avoir sur le live. Mais ça serait intéressant de voir ça. Et puis, en tout cas, merci d'avoir suivi le live. Florian, il a des problèmes de connexion, donc en tout cas, on le salue. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu. On va retrouver le live sur YouTube, bien sûr, dès demain, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas pu être présents ce soir, donc vous pourrez retrouver ça, l'échange. N'hésitez pas à commenter, à partager le média. Et puis, je vous tiens au courant, en tout cas, de la suite des événements. Oui, c'est ça, c'est le match. Je réponds à Karim. C'était l'arbitre de touche qui était en Coupe de France à sa mort. Donc, merci pour l'info, mais j'avais vu cette information effectivement. Donc, bonne soirée à vous tous. Et puis, je vous retiens au courant pour mercredi si jamais il y a cette émission avec Ombline. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec, je l'espère, des invités qui seront présents. Et puis, je vous souhaite à tous et à tous une bonne semaine. À bientôt.